Ouais, de l'école primaire Vous avez fait l'école primaire à Tougondi. Yeah. Et après, vous partez au 1er mars, dans presque le même quartier, Oui. dans les mêmes... Vous savez que j'ai étudié au 1er mars aussi. Et vous décrivez dans le livre comment est-ce qu'il faut rencontrer son génie en soi. Des procédures. Vous parlez un peu de la pauvreté, à la recherche et à l'éducation. Mais vous dites que chaque personne a un génie en soi. Il suffit de se battre pour trouver ce génie-là. Et vous dites même qu'un forgeron, devenir chanteur dans son métier, c'est un peu compliqué. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Bon, vous savez, et dans cette partie, qu'est-ce que je fais référence ici? Et très souvent, qu'est-ce qui arrive aux parents? Par exemple, un parent, un docteur ou bien un professeur, et il est tout difficile pour ces personnes d'accepter le choix d'un enfant qui veut être chanteur. Donc je me dis très souvent, les gens ratent des choses parce qu'ils ne sont pas à leur place. Ils dévient un peu leur destin, leur génie. Mais je dis une partie, je dis que si Michael Jackson était un forgeron, je suis sûr qu'il n'allait pas avoir le succès qu'il a eu. C'est vrai. Donc le rôle des parents ici est que chacun essaye d'identifier, de comprendre quel est le génie de son enfant. De quoi l'enfant est attaché, qu'est-ce que l'enfant aime beaucoup faire. Et quand tu connais ça, ton rôle est d'aider l'enfant à accomplir ce qu'il veut pour sa vie. Mais très souvent, un parent, par exemple, qui voulait être médecin ou ingénieur, il n'a pas pu faire ça. Et il est ingénieur, par exemple. Il se dit, tiens, mon enfant qui est là doit être médecin, docteur. Écoutez, si le profil-là ne colle pas à ton enfant, tu vas le faire souffrir. Et à chaque fois que tu fais quelque chose et tu vois que tu es en train d'éprouver beaucoup de difficultés, et dans un domaine dans lequel les autres le font avec beaucoup d'aisance, cela veut dire que vous n'êtes pas à votre place. Donc la recherche de génie, quand tu vois quelque chose qui est en train de faire, quelqu'un dit souvent, et si tu aimes ce que tu fais, tu adores tellement ton métier avec la passion, c'est comme si tu ne travailles pas. C'est vrai. Mais tu commences à faire quelque chose, dès que tu vas au lit, tu dis, mon Dieu, c'est demain encore. Tu ne veux même pas te lever pour aller faire cette chose, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu n'as pas encore vu ton génie. Donc, en fait, l'être humain, on est né pour... le corps est né pour abriter l'amour et les bonnes choses. Quand tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, que tu veux développer, avec laquelle tu trouves le plaisir de faire, la possibilité d'offrir aux autres ce que tu veux donner réellement à la vie, et puis tu viens passionné en le faisant, et c'est que certainement ça peut être un indice pour toi comme voilà, ton génie. Ton génie peut se manifester par là. Autrement. Alors, parlez-nous un peu, quand vous êtes arrivé au 1er mars. Il y a une scène là que vous devez vous laisser décrire vous-même. Et ce qui s'est passé avec une chaussure cassée, ça peut être le titre de votre prochain livre. Je vous dis, c'est sûr que voilà, ce sont des souvenirs. Vous savez, à notre époque, il n'y avait pas d'école primaire. Le lycée Matam, qui était 1er mars, c'était une grande école. Non seulement c'est influencé parce que c'est là où se trouvaient, voilà, la plupart des dignitaires, les enfants partaient là-bas. Et nous, par exemple, on doit notre inscription à cette prestigieuse école parce qu'on était dans le quartier. Mais voilà, et on avait des proviseurs qui étaient vraiment bien souciés. Ils savaient un peu la disparité en matière de moyens entre les élèves. Donc, ils veillaient à ce que voilà, chaque élève se sente bien là-bas. Donc, on portait les tenues comme tout le monde. Mais en ce qui concerne les chaussures, le professeur ne peut pas vous aider beaucoup. Alors, comme beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ça avec ma génération, moi, je suis venu avec une sandale. Et voilà, les trois côtés étaient déjà supportés par des pointes après avoir recommandé plusieurs fois. Donc, autour de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Accidentellement, j'ai cogné une des pierres qui emblissait la cour. Et voilà, la semelle a pris congé, la chaussure s'est divisée en deux. Et j'avais mes amis qui me regardaient avec les regards blessants. Et je pense que les gens là n'avaient aucune idée. Et c'est que cela venait de se fondre dans mon petit cœur. Et voilà, j'ai eu honte. Et la pauvreté, à partir de ce jour-là, voilà, j'étais en divorce total avec la pauvreté. Parce que ce sont des scènes, quand ça arrive,
et tu parles avec ta conscience. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à continuer les études parce que, pour ce genre de choses, la pauvreté quand tu es trop exposé. Je ne peux pas dire que je suis né d'une famille pauvre parce qu'en fait, mes parents avaient l'air à briller. Mais voilà, j'ai connu un papa qui était déjà malade à la retraite. Et puis, donc, il ne pouvait pas jouer tout le rôle qu'il devrait jouer. Donc, nous avons connu des moments difficiles. Mais voilà, Dieu a fait que ce petit incident a continué à me fortifier, à me battre un peu de plus. Donc, ce sont des sources de motivation pour moi. Je détestais cette situation, il fallait tout faire pour la changer. L'un des paragraphes du livre, vous dites que nous étions heureux, mais nous n'étions pas satisfaits aussi. Oui. Bon, écoutez, le problème c'est quoi? Il faut être heureux sans être... On peut être heureux sans être satisfait. Il y a beaucoup de nuances. Quand je prends l'exemple ici, les États-Unis, tu vas voir quelqu'un qui fait les taxis. Il te parle de son problème, il déteste ce qu'il fait. Mais 5 ans après, la personne là va te rencontrer, il va te dire les mêmes choses. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Si tu n'es pas heureux ce que tu fais, le problème c'est quoi? Ça va sortir sur ton visage. Le visage va lire ce qui est au fond de toi. Finalement, personne ne veut s'approcher de toi. Ouais. Mais quand tu es heureux, oui, je suis heureux d'avoir ce travail. Je remercie le bon Dieu. Ça te permet d'être dans le côté de la, si tu veux, de la gratitude. Tu es heureux pour ce que tu as. Dieu merci, j'ai ce boulot. Ça me permet de nourrir ma famille. Mais je sais que je peux faire mieux. Beaucoup de personnes ici qui ont fait les MBA et autres, c'est des gens qui ont commencé par le taxi. Et finalement, tu vois que le gars, il n'est plus là. Il est devenu directeur quelque part. Parce qu'il sacrifie, il fait le taxi pour aller à l'école. Et dès qu'il a son diplôme, il change de métier. Et donc, en fait, quand tu es heureux pour ce que tu fais, et voilà, ça te permet d'avoir le courage de te projeter pour ce que tu veux avoir. Ouais, y a quelque chose aussi qui est raconté dans l'histoire, dans le livre, c'est la veste. Comment elle a voyagé d'un ami à un autre et comment est-ce qu'on faisait des cartes d'invitation quand tu avais 17, 18 ans ou 20 ans à Conakry en ce moment. Ça peut aussi être le titre de notre livre. C'est vrai parce qu'en fait, quand je commençais, comme je le disais tantôt, ce livre-là, j'avais beaucoup de choses sur lesquelles il fallait surfer, mais je me dis, je vais commencer par l'autobiographie. C'est une façon de donner la chance aux autres. Hey, par ici, vous pouvez commencer. Et pas à partir de ça, là, vous... En fait, notre génération, comme je le disais tantôt, on n'avait pas tout ce qu'on avait, mais nous étions très, très heureux. Donc, on n'était pas satisfait, mais on avait assez. Si vous avez un livre, vous le savez, ça fait le tour du quartier. Oui. Alors, quand il y a une veste, eh bien, il faut comprendre que la pauvre veste, là, elle va voyager de Conakry jusqu'à Dabondi. Alors, moi, j'ai eu un cas comme ça. J'avais un cousin qui avait une veste que j'ai vue très jolie, l'état d'Abondi. Je l'ai retiré sa veste. Il a fallu que le propriétaire de la veste ait besoin de ça. Et pour qu'il puisse aller voir un autre, lui-même, il avait pris avec quelqu'un. Bon, en fait, tout ce truc-là se passait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Et voilà, on était là, on s'aimait. L'amour était là. Parce qu'en fait, chez nous, à cette époque-là, le nom de famille n'était pas... C'était seulement une façon d'identifier les gens, mais ce n'était pas une barrière. Les gens n'étaient pas évalués par leur nom de famille. Mais leur capacité à s'associer, à être avec les autres, c'était ça. C'était vraiment une période, à chaque fois qu'on y pense aujourd'hui, et la situation qui se passe, surtout sur le plan politique, le cœur saigne un peu. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de carte d'invitation. Pas du tout. En ce moment-là, on appelle ça choc. Quand il y a une invitation, hey, mon ami, il y a la soirée là-bas. Donc chacun de nous, on se déplaçait pour aller. C'était vraiment une période qui fait plaisir. Ouais, c'est des souvenirs qui sont bons. Oui. Vous dites heureux, mais pas satisfait. Oui, très bien, on peut être heureux sans être satisfait. Alors, après la pause, nous revenons sur nos questions. Et à savoir, dans le livre, déjà, vous nous parlez de la pluviométrie, l'écologie en Guinée, et puis vous parlez des maths. Vous expliquez des équations de maths à certaines personnes qui ne sont pas parties à l'école. Et la pluviométrie à Conakry, j'apprécie beaucoup parce qu'à un certain moment, Sirajo Diallo avait dit que le ciel de Conakry était percé quelque part. Donc moi, j'ai grandi à Kankan. Quand je suis venu à Conakry, j'ai fait l'école primaire à Kankan et après je suis venu à Matam. Matam, Lido Permanence. De là, je suis parti au 1er mars.
La commande de Tugondi au 1er mars, sous la pluie à Conakry, comment ça se passait? Bon, écoutez, comme ils appellent ici, struggle. C'est dans le livre. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis. En fait, et la partie que je voulais faire sortir ici, en utilisant cette partie, parce que j'ai voulu aussi que ça soit une histoire qui est léguée, en tout cas qui est une histoire qui est exposée aux autres. Conakry était une belle capitale. Il y avait la pluie à tout moment. Le mois d'août, c'était le mois le plus dur, juin, août. Et voilà. Dès que le ciel commençait à être bleu, tous les enfants étaient dehors. On se lavait et dans l'harmonie, on était des amis, on partait. En tout cas, c'était de bons moments. Il y avait la criminalité n'était pas là. On ne pensait pas du tout à ça. C'est des choses qui nous réveillent un peu, qui nous fait revenir de notre enfance parce que ces moments-là, la pluie de Conakry, c'était vraiment des choses agréables parce que c'était pas aussi sale que maintenant, je dois avouer. Et puis il y a aussi, on n'était pas, l'agression sur l'environnement n'était pas aussi à ça. Je me rappelle ici, les autorités à l'époque, il y avait une loi qu'on appelle la loi Freya. Je pense sûr que tu te rappelles. Donc à chaque fois que tu as un enfant, tu dois planter un arbre. Donc, toutes ces initiatives sont des choses qui ont encouragé, qui ont, si tu veux, contribué d'une manière ou d'une autre à donner cette forte pluviométrie à Conakry. Et Conakry, bon, les enfants, par exemple, il arrivait que c'est difficile, on s'attache l'un ou l'autre pour aller à l'école. Parce que non seulement ça vient avec des vents violents, moi, quand je vois aussi les T4 là, il y avait une chute là-bas, c'est incroyable. Tu vas trouver les marigots, les rivières un peu partout. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ont disparu. C'est vrai, il faut reconnaître aussi la démographie, ce n'était pas comme le cas aujourd'hui. Les gens étaient encore beaucoup plus disciplinés, de toutes les façons, craignés ou disciplinés, mais il y a certaines choses que les gens ne se permettaient pas. Mais aujourd'hui, il suffit seulement qu'on annonce la pluie et pour que le sommeil prenne congé des gens. Parce que ça vient avec tout ce que vous pouvez imaginer, la destruction des édifices et puis aussi le banditisme. Et les ordures aussi que les gens mettent dans les fossés. Donc, ce sont des choses, quand tu regardes ça, et nous qui avons eu la chance de vivre un tel passé, je pense que ce sont des choses qui font un peu mal au cœur et puis qui nous versent un peu dans notre passé. D'autre part, on trouve dans le livre la communauté parentale. Et puis, encore, comment est-ce que vous avez fêté les fêtes de Tabaski et de toutes les religions en ce moment. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Tabaski, il y avait Noël et autres, ça se passait. Donc vous expliquez ça aussi dans le livre, ce que j'ai beaucoup aimé. Il y a eu aussi le changement, il y a eu un grand changement. Vous avez aimé votre école le 1er mars. Et nous tous, nous l'avons vécu, nous l'avons aimé. Vous expliquez ça dans le livre. Donnez-nous quelques détails. Bon, écoutez, le 1er mars, c'était une école qui était bonne parce qu'en fait, on avait des responsables. D'abord, le premier, M. Chérif, qui était finalement devenu gouverneur à cause de la bonne gestion de l'école. Et parce que vraiment, c'était une école qui était propre, une école qui était embellie, avec vraiment des drapeaux qui jonçaient. Et puis, l'entretien de l'école était assuré par les étudiants parce que la punition même, quand vous faites quelque chose qu'on n'aime pas, c'est que voilà, vous êtes puni pour amener des sacs de coquillages ou de gravier. Donc, il y avait des initiatives parce qu'en fait, tout ne se facture pas, comme je le disais, mais aussi la punition, il y a beaucoup de manières de punir un enfant. On ne punit pas l'enfant pour le faire du mal, mais on le punit pour, si vous voulez, lui montrer certains chemins. Et aussi, ce genre d'apport, c'était une façon aux étudiants de contribuer à l'embellissement de l'école. Mais voilà, donc parfois quand tu n'es pas à l'école, tu es obligé, tu as envie de revenir à l'école. Et on finit ça à 14h, tu vas voir encore, il y a d'autres qui sont là à 15h, ben 16h encore. Parce que l'école devient une partie de toi. Et ce sont des choses. Et quand je pense aussi à l'éducation des enfants, c'était l'affaire de tout le monde. Quand tu vois un enfant en train de faire des bêtises dans la rue, le premier adulte qui te voit, c'est son problème, c'est lui qui va s'en charger. Et tu ne vas même pas oser de dire ça à la maison quand il te frappe. Mais aujourd'hui, c'est chacun pour toi. Tu peux oser même parler à l'enfant de quelqu'un dans la rue, c'est pas possible. En autre temps, il n'y avait pas un temps pour manger. Là où midi te trouve, bien tu as faim, il faut seulement dire à la maman de ton père, de ton ami, ou bien, voilà, maman, j'ai faim, il va s'occuper de toi. Donc, ce sont des valeurs qui ont disparu. Et quand tu penses un peu aux devises de notre
de la Guinée, travail du Solidarité. Et voilà, rien n'existe aujourd'hui. Il y avait une certaine solidarité. Il y avait une certaine solidarité. Ouais. Les gens s'occupaient de l'enfant des autres. Tu ne peux pas une fois de plus faire les bêtises parce que tes parents ne sont pas là. Parce que tu sais que la surveillance est permanente. Ce n'est pas seulement tes parents qui suivent. D'abord, les autres, là, tu suis plus que tes parents. Les parents, tu peux les tromper. Dès que tu sors de la maison, tu rencontres un autre adulte, il regarde, c'est l'heure de l'école, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et tu sais que quand il te bastonne, tu ne peux pas aller dire quelque chose à la maison, sinon c'est l'aggravation de la sanction. Voilà. Donc, ce sont des époques ici qu'on explique aux autres pour qu'ils comprennent que voilà, c'est la meilleure façon de produire du bien et de s'occuper un peu des produits de l'autre. Quand tu prends les enfants d'autrui comme toi, tu les gères comme toi, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités que cette synergie qui est là entre les parents pour l'éducation, je pense que ce sont des choses qui ont disparu et malheureusement qui continuent aujourd'hui à nous faire beaucoup plus de mal que du bien. Je crois que j'ai cité déjà 2 ou 3 choses pour dire que ça peut être le titre d'un autre livre, oui. Mais cette fois-ci, il y a eu un incident qui s'appelle comment vous vous êtes habillé pendant la fête de Tabaski, oui. L'incident qui s'est passé entre vous et votre maman. Oui, en fait, je me rends compte que vous êtes un journaliste bien préparé, vous avez lu le livre plus que moi. Bon, en fait, voilà ce qu'il y a. Et il y avait beaucoup de fêtes. Quand on dit par exemple Tabaski, c'était une fête à laquelle tous les enfants s'attendaient à avoir, si vous voulez, avoir une tenue neuve. Donc moi, l'incident que j'ai révélé ici, c'était un jour où je n'avais pas la tenue. Ma mère, ou l'essentiel, si vous voulez, des dépenses de sa famille, de ses enfants reposaient sur lui parce que mon père n'avait pas l'épée à main. Il était à la retraite, puis aussi affaibli par la maladie. Donc, moi, mes amis m'attendaient pour sortir à la fête, pour aller nous promener, parce qu'à chaque fois que vous partez dans une famille, vous êtes récompensé, la vie est récompensée soit par l'argent, soit une invitation à manger. Donc, ce jour-là, moi, j'attendais tous mes amis, m'attendaient, viens, on va sortir. Ma mère, moi, je l'attendais, j'étais avec, voilà, ce que tous les enfants font, avec une grosse tête. Elle est venue me voir. Elle dit, viens, on va se voir. Elle m'a dit, Abdoulaye, je n'ai rien à te refuser, mon fils. Mais cette fois-ci, après avoir tout essayé, je n'ai pas eu. Eh bien, cette phrase, le choix de ma mère a été une école de la vie. Elle pouvait me laisser avec ma grosse tête. Peut-être quelques temps après, ça allait se passer, peut-être d'ici même le soir. Mais elle a choisi de me parler. Ce jour-là, j'ai grandi. Un autre nouveau est né à moi. C'est ça. Je me dis que, eh bien, j'ai eu honte d'avoir mis ma mère dans cette situation. Et depuis ce jour, moi, je n'ai plus jamais accepté de sortir, de faire la fête avec mes amis. En fait, j'ai remercié ma mère parce qu'en fait, c'est une école. Les enfants pensent que, certains pensent que les parents ont tout. Et les enfants, malheureusement, certains parents laissent passer. Et voilà,